Ça se fait depuis des années. Voilà. Ça se fait depuis des années. Vous voyez ici, immigration, gouvernement du Québec, hein, dans les années 60. Ici, une photo que j'ai trouvée dans les archives. Et c'est vraiment par hasard que je présente ça. Et vous voyez, à l'époque, c'est pas juste l'immigration, c'est un service d'accueil également. C'est intéressant. On a perdu l'aspect accueil, puis on a gardé le côté un petit peu coercitif. Alors, excusez-moi, 8e tendance, l'immigration nouvelle. On s'intéresse là-dedans, c'est la fusion de deux tendances qu'on a vues. La première, Pierre Belrose, notre ami urbain, dit, et c'est vrai qu'on observe partout en Amérique du Nord, une nouvelle réalité d'une immigration massive dans les grands pôles urbains nord-américains qu'on voit ici, qu'on a vu à Toronto, qu'on voit qui est la capitale de l'immigration au Canada, mais également à Montréal. Et ce changement-là démographique, relativement rapide, malgré tout ça, fait en sorte qu'on a, avec cette immigration économique, l'arrivée de nouveaux modèles d'affaires. Et ça aussi, c'est l'autre trame de fond dans notre conception du tourisme. On disait tout à l'heure, c'est important de revoir l'aspect à la communauté. Les offices de tourisme, les partenaires touristiques, les entreprises touristiques ont également un nouvel type de segmentation à faire et de comprendre. Et on donne ici l'exemple de Philadelphie, qui a développé l'Office de tourisme de Philadelphie, une stratégie en disant aux immigrants de première et deuxième génération, recréer des parties de famille chez vous, inviter la famille du Pakistan, inviter la famille de Thaïlande, inviter la famille d'Amérique du Sud à venir nous voir. Donc, on développe des façons différentes, non pas le voyage comme étant binaire, voyage d'agrément, voyage d'affaires, mais impliquant la visite de gens, donc de nouvelles migrations. Et ces migrations-là ont des impacts économiques. D'une part, on le voit particulièrement et probablement plus du côté européen, les liaisons aériennes qui ont une incidence. Je pourrais donner des exemples là-dessus tout à l'heure, je le pense. Une espèce de forme également d'hypermobilité professionnelle. Historiquement, j'habite là où je travaille et quand je voyage, je vais en vacances, je vais ailleurs à plus de 100 km. Cette espèce de triangle-là est en train de disparaître. Parce qu'on a accès avec l'information dans les nuages, parce que maintenant, je peux brancher mon portable, me donne exactement accès à toute l'information que j'aurai au bureau. À la maison, j'ai cette même information-là. Le bureau et la maison n'ont plus à être à quelques kilomètres à peine. Et donc, ces nouvelles mobilités-là qui sont créées, qui sont induites par les nouvelles technologies également, amènent une nouvelle façon de réfléchir à ce que c'est le tourisme, à ce que c'est de se sortir de son quotidien. On se rappelle, base, 2/3 des touristes, la motivation intrinsèque est de se sortir du quotidien, de fuir quelque chose. Encore une fois, je ne suis pas un freudien, mais... Oui, mais ça pose le problème, pour les nombreux étudiants qui sont ici, de la définition même, finalement, du tourisme en tant que tel, puisque quand on travaille dans l'industrie touristique, on s'adresse en général à un touriste dont la définition est une personne qui est au moins pour une journée en dehors de son domicile. Et aujourd'hui, on voit que dans la consommation, si on se met côté visiteur qui consomme de la prestation touristique, c'est beaucoup plus large que ça comme éventail. Alors, tu parlais de ce travail en dehors de son domicile, qui est extrêmement fréquent. On peut parler aussi ce qu'on appelle, nous, le tourisme d'hyperproximité, c'est-à-dire la crise aiguë que traverse l'Europe a fait que les voyages lointains se sont souvent ralentis. Mais par contre, je me rappelle d'une tendance présentée l'an dernier, ici même, qui était le tourisme descendre dans la pyramide de Maslow, et expliquant que même si on est en crise, on a besoin de tourisme. Et ça, on le voit très bien. Donc, même si je vais faire du tourisme dans ma ville ou dans l'immédiate proximité, je suis toujours dans cette même dynamique de touriste. Parce que je vais consommer de la même façon. Je vais faire du staycation chez moi et ça, on le voit de plus en plus. Quand on est une ville universitaire, on a Bordeaux, Toulouse, 100 000 étudiants. 100 000 étudiants qui sont là pendant un an. Ce sont des touristes potentiels pour le territoire, pour les villes voisines, parce qu'eux aussi vont consommer le tourisme. Le travailleur temporaire qui est là parce qu'il va rejoindre une usine pendant 6 mois est aussi un nouveau touriste. Donc la question qu'on peut se poser dans notre organisation, c'est est-ce qu'il faut toujours travailler en silo, avec d'un côté une administration du tourisme, des organismes de gestion de destination qui ne s'occuperaient que des visiteurs qui viennent pour l'agrément ou les affaires, et puis qu'on ait à côté tous les gens qui consomment du loisir, ce qu'on appelle le loisir, ce qu'on appelle la proximité, ce qu'on appelle le tourisme chez soi, le tourisme local, celui qui était ancien touriste et puis qui finalement est tombé amoureux du territoire, de la destination, il est venu s'y établir, donc il a toujours des comportements de touriste. Et je crois qu'une des tendances, ça va être
l'évolution nécessaire dans la façon dont on aborde notre organisation un peu institutionnelle du tourisme de voir plus large, de casser le triangle, comme tu le disais, Paul. Merci.